Bonjour à tous. On m'a demandé de faire une vidéo là depuis un moment pour résumer un petit peu les déplacements de population et le début des civilisations. Bon, alors j'en avais déjà fait une, elle faisait 50 minutes. Et une fois que je l'ai terminée, je me suis aperçu que je n'avais pas réglé le micro, ce qui fait que c'était incompréhensible. Alors on va reprendre. Une première chose, cette vidéo ne sera pas sous-titrée en anglais parce que là on sort du Rig Veda et puis que les trucs que je vais dire là ça existe déjà en anglais dans tout plein d'endroits. Donc voilà. Alors à l'origine aux dernières nouvelles en tout cas, Euh, on vient tous d'Afrique. Eh oui. On était à l'origine tous africains, les premiers humains sont venus d'Afrique. Bon, je sais qu'il y a d'autres théories qui circulent en Chine, etc. Mais tous les humains. En gros, on va reprendre tous les humains, que ce soit pas des australopithèques, parce que c'était pas encore des humains, mais les Homo erectus, les Homo sapiens, habilis, ergaster, enfin tout ça, c'est à l'origine africain, hein, d'origine africaine. Bon, alors pendant à peu près 3 millions d'années, l'homme, hein, sous ses diverses formes, a été un chasseur-cueilleur. Hein, il n'y avait pas, il y avait pas d'agriculture, il n'y avait pas de, il y avait rien. Hein, la moitié de l'Europe était sous les glaces. La banquise descendait jusqu'à Brest, hein, à côté de chez moi. Il n'y avait pas la Manche entre l'Angleterre et la France. Hein, on pouvait y aller à pied. Bon. Et puis alors, les gens de cette époque-là, bon, outre qu'ils étaient chasseurs-cueilleurs, mais ça c'est leur moyen de subsistance, ce qui d'ailleurs laissait beaucoup de temps libre, hein, parce qu'une fois que tu avais attrapé un auroch ou bien une biche ou autre chose, tu as de quoi manger pendant un certain temps. Donc ça leur laissait du temps et ils avaient quand même aussi une spiritualité, hein, quelle que soit la forme, quelle que soit ce que ça pouvait être dans le fond. On en a des indices, si vous voulez, on n'a pas de preuves solides, mais on a des indices sérieux que dans les grottes qu'il y a par exemple en France, la grotte Chauvet, la grotte l'autre, je ne sais plus, celle qui est beaucoup plus connue, bref, Lascaux, etc. Euh, tout ce qui est peint sur les murs et tout ça, c'était probablement lié à la spiritualité parce que vous avez une certaine résonance en plus dans les grottes. Et moi j'imagine des chants plus ou moins rythmés ou bien des sortes de mantras ou des choses comme ça avec un produit psychoactif quelconque, parce que ça a toujours existé. Euh, Ça devait être certainement lié à la spiritualité d'une certaine manière ou d'une manière ou d'une autre. D'autant plus que pour y accéder, c'était pas toujours facile. Hein, donc les gars, c'était pas des amateurs de peinture qui allaient montrer comment ils étaient doués ou des ateliers ou autre. Non, il y avait visiblement une raison liée à la spiritualité. Je ne vais pas parler de religion, on ne sait pas. Hein. Bon, alors, l'être humain, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il s'est déplacé partout, depuis cette époque-là. Partout où l'homme a pu aller, il y est allé. Partout où il a pu s'installer, il l'a fait. Bon, alors, ils ont quitté l'Afrique soit par Gibraltar, parce que, pas oublier que comme la fonte des glaces n'avait pas eu lieu, le niveau de la mer était plus bas de 120 mètres. Et 120 mètres de niveau de mer, c'est énorme.
hein, parce que ça veut dire qu'il y a énormément de choses qui sont sous la flotte maintenant, et qui à l'époque auraient été intéressantes à trouver, enfin, qui auraient été intéressantes de trouver pour savoir ce qui se passait à l'époque. Bon. Voilà. Alors, petit à petit, les gens se sont installés, ont commencé à, à s'installer plus ou moins définitivement. Alors, ils se déplaçaient toujours, mais en moins grande, moins grande migration, si vous voulez. Hein, c'était les déplacements, on quittait une vallée pour aller dans une autre, ou bien voilà, hein, il y avait... Bon, enfin bref, tout ça c'est vieux. Bon, alors après il y a eu la fonte des glaces, hein, il y a environ 12 000 ans. Donc toutes les glaces qui tenaient toute l'Europe, qui tenaient la moitié de l'Europe, je veux dire, hein, et l'autre moitié il faisait pas chaud. Hein. Donc tout ça, ça a fondu. Ça a mis un certain temps, mais, le niveau de la mer est monté de 120 mètres. Pas d'un coup, mais en plusieurs fois. Et là, petit à petit, c'est là que le début de l'agriculture s'est fait. On dit que c'est au Moyen-Orient ou bien en Turquie que c'est apparu, ou peut-être en Mésopotamie. Enfin, bon, on ne sait pas trop. Par contre, on sait que ça a démarré dans plusieurs endroits du Golfe à peu près en même temps. À peu près, hein, on n'est pas à un siècle près. Bon, alors, au départ, l'agriculture, c'était d'abord totalement, comment dire, en plus de la chasse et de la cueillette. En plus de la chasse et de la cueillette, on commençait à faire pousser des trucs. Et ça, bon, bah, ça, petit à petit, la maîtrise est venue, etc. Mais ça s'est pas fait d'un coup, hein, ça s'est fait très lentement. Au début, dans plusieurs endroits qu'on a trouvés en Afrique et puis en Asie de l'Ouest aussi, on a trouvé des restes des premières communautés agricoles du tout début. Et c'était un système qui était très intelligent, je trouve. C'est dommage qu'il l'ait abandonné. Bon. C'était dès que dans un village il y avait plus de 200 personnes, hop, fallait aller s'installer ailleurs parce que sinon, à plus de 200 personnes, on a des problèmes. Alors quand vous voyez nos villes avec des millions d'habitants là-dedans, ben, pas étonnant. Voilà. Donc, alors petit à petit, on a maîtrisé l'agriculture, on a eu des champs, etc. Et puis petit à petit, on a commencé les gens ont commencé à faire des gros villages. Parce qu'il y avait aussi les marchés, les échanges, il y avait des artisans qui venaient, etc. Hein, il y avait de la vie. Des fêtes, sans doute des fêtes religieuses ou spirituelles, et puis des fêtes païennes, sans doute aussi. Des fêtes pour se trouver aussi des femmes, qui ne soient pas de notre clan, parce que quand on est qu'à 200 dans un village, faut quand même faire gaffe à la consanguinité, donc on cherchait des femmes d'autres clans. Voilà. Mais c'était au tout début. Bon, petit à petit, ces gros villages-là se sont transformés en cité-État. Cité-État. Hein, une grosse ville, en gros, c'est ça. Une grosse ville où tous les gens du coin enfin, y habitaient. Il y en avait qui habitaient dans la ville et qui sortaient pour aller travailler dans leurs champs. Bon, après, ils ont fait des villages, etc. Puis les champs étaient quelquefois assez loin. Donc dans les cités-États, on va en citer comme ça quelques-unes, comme Jéricho, là, je crois que c'est la première ville comme ça, Merga, qui a été très importante et qui se trouve au Pakistan, donc qui était avant la civilisation de l'Indus, mais un petit peu, un millénaire ou deux, quand même, ça joue. Mais c'est peut-être lié. Alors, donc au bout d'un moment, ces cités-États, là, ça a donné des petites civilisations, comme par exemple la civilisation de l'Oxus, qui se trouve, je pense que c'est en Afghanistan.
Il y avait la Bactriane aussi en Afghanistan. L'Oxus, c'est peut-être au-dessus. Et c'était des gens qui étaient pacifiques. Hein. Il n'y avait pas de guerre. Ça allait bien. On n'a pas trouvé de traces particulières à ce moment-là, mais ça remonte à loin quand même. Hein. Bon, ensuite, il y a eu, à partir de ça, ont émergé 3 grandes civilisations. Donc l'Égypte, la Mésopotamie et l'Indus-Sarasvati. Bon, celle de l'Indus-Sarasvati, je vous rappelle, en France, c'est pas la peine de chercher un bouquin qui en parle, il n'y en a pas. Voilà. C'est une civilisation qui est totalement ignorée des Français pour des raisons que je ne m'explique pas, mais qui existent certainement. Donc, il y avait ces 3 grandes civilisations, mais ça représentait 2 types de civilisations. L'Égypte et la Mésopotamie étaient sur le même principe. C'est le même principe que nos civilisations actuelles, c'est-à-dire que en haut, il y a des patrons, il y a des chefs, il y a des rois, des présidents, des premiers ministres, ou des gens comme ça. Ils sont issus de familles riches. Les familles riches qui sont en haut de la pyramide, si vous voulez, on peut représenter ça comme une pyramide. Ils sont en haut de la pyramide, et pour eux, ça va très bien. Plus on descend dans la pyramide, moins c'est bon. Hein. Puis arrivé à la base, on a, nous, la populace. Donc ces 3 grandes civilisations, c'était ça. Hein. Donc d'un côté, l'Égypte, la Mésopotamie, avec des rois et des dirigeants comme les nôtres, hein. Aussi, hein, aussi dérangés. Hein. Je suis désolé, mais je voudrais pas avoir l'air d'être désagréable, mais il y a quand même beaucoup de crétins parmi eux. Bon, et des gens prétentieux et qui s'imaginent être des grands humanistes ou des hommes, des grands hommes. Voilà. Ça, c'est le complexe des petits. Regardez chez nous qui dirigent, vous verrez bien. Alors, l'autre civilisation, bien sûr, c'était la civilisation de l'Indus-Sarasvati, qui est, par la même occasion, ce que je découvre, c'est pas que j'essaye, c'est que je découvre en le traduisant le Rig Veda, je m'aperçois que c'était très, très, très probablement l'Inde védique du début du védisme. Pas le védisme classique du Mahabharata, du Ramayana et de tout ça. Non, ça c'est le védisme classique, c'est beaucoup plus tard. Mais là, quand je vous parle, de 5-6 000 ans. Hein. Petit à petit, c'est à peu près en même temps, ces 3 civilisations-là sont arrivées. Donc 2 avec des esclaves de la guerre et tout, et puis une autre pacifique et qui a plusieurs caractéristiques. Alors je vais y aller. Les caractéristiques donc, de la civilisation de l'Indus, c'est il n'y avait pas d'armée, il n'y avait pas de palais, il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas de statues à la gloire, de machin, il n'y avait pas de ziggourats, de pyramides, de trucs fastueux, pas de jardin de Babylone, pas... Voilà, hein, c'est pas de tour de Babel. C'était un truc où une civilisation où tout était calculé pour le confort des gens et ça fonctionnait très bien, sans armée, sans esclaves, sans tout ce que je vous ai dit là, avec des gens qui apparemment vivaient bien avec une mentalité qui était plutôt bonne et qui n'avait pas grand-chose à voir avec la mentalité de bien des pays, y compris le nôtre. Alors, donc c'est chaque civilisation, chaque peuple, chaque croyance, chaque culture, chaque chose comme ça inclut pour les gens une façon de s'échapper, de s'enivrer, de prendre un psychotrope, etc. Donc, en général, sur la planète, c'était des plantes qu'on trouvait un peu partout, donc plusieurs types de plantes, hein, il y en a vraiment des quantités. Et
Par contre, en Europe, alors plus tard, en Europe, il y aura le produit qui va défoncer tout le monde, si j'ose dire, c'est l'alcool. Hein. L'alcool, et ça continue. Hein. C'est depuis donc des temps qui remontent quand même assez loin. L'Europe, lui, fonctionne à l'alcool. Hein. On voit les massacres de l'armée russe où ils sont tous bourrés à la vodka. Ils déjeunent. J'ai vu ce midi un gars qui nous racontait comment un journaliste, c'était un journaliste de France Info, qui était allé discuter avec pour préparer des opérations, enfin des trucs plus ou moins communs, je ne sais pas, dans le cadre de l'ONU, je ne sais pas ce que c'était exactement. Et il racontait qu'il avait assisté à partir du matin jusqu'au soir à une réunion avec des hauts gradés de l'armée russe. Il démarre le matin avec un verre à bière rempli de vodka. Voilà. Il démarre. Hein, ils en boivent 3 comme ça, et il y en a qui tombent dans le coma immédiatement. Alors après, il s'étonne que ça patine un peu. Voilà. Donc, ça c'était... Alors, on trouvait aussi de l'alcool en Mésopotamie et en Égypte, parce que comme c'était 2 civilisations qui n'avaient pas bien étudié les problèmes d'eau, ils ne les connaissaient pas encore, etc., ils attrapaient des maladies, hein, des dysenteries et tout, et j'en ai eu, moi, je peux vous dire, c'est quelque chose de terrible. Ils étaient obligés de boire de la bière pour ne pas être malades, hein, en Mésopotamie et en Égypte. Alors, pas de la bière très forte, et peut-être pas très bonne, j'en sais rien, mais même les enfants buvaient de la bière. Bon, donc que ça agisse un peu là-dedans, et puis que ça donne des envies de meurtre et de guerre et tout ça, c'est pas étonnant. Hein. L'alcool, c'est bien connu, ça rend très con. Je suis désolé d'utiliser des termes comme ça, mais c'est... enfin non, pas désolé d'ailleurs, je m'en fous. Mais ça rend vraiment abruti. Et vous savez, pendant la guerre 14-18, les gens qu'on envoyait à l'assaut des nids de mitrailleuses de l'autre côté de la tranchée, ils y allaient parce qu'on leur avait donné bien ce qu'il fallait pour aller se faire tuer. Hein, ça tournait au Calvados ou choses comme ça. Calva. Bon, voilà. On a vu aussi ce que les Américains ont fait aux natives, parce qu'on ne dit plus indien, aux natives aux natifs des États-Unis, hein, ce qu'on appelait les Indiens avant, avec l'alcool, ça a fait des ravages terribles d'une population qui n'en prenait pas du tout avant. Bon, enfin bon. Et puis la Bretagne, qu'est-ce qu'elle a morflé aussi. Elle est en train de s'en sortir, mais alors dis donc, j'ai tenu un café, j'ai moi-même pas mal bu, je peux vous garantir que si je vous dis que c'est vraiment de la saloperie, c'est vraiment de la saloperie. Ça bousille les gens. Bon, alors, alors les déplacements des populations. Voilà, ça c'était les premières civilisations. Il y avait toujours des déplacements. Ça existe toujours, ça a toujours existé, ça existera toujours. L'être humain, il a des pieds, il s'en sert pour marcher. Donc, alors là, il y a des théories, il y a toutes sortes de théories. Bon, il y en a un qui a fait ça, voilà, David Reich. Pourquoi nous sommes devenus ce que nous sommes devenus, par David Reich. Alors, lui, il a une théorie extrêmement simpliste. Ce sont les Yamnaya pour le peuplement de l'Europe et de l'Inde. Pour le reste, je n'ai pas mis mon nez là-dedans, parce que je n'y connais rien. Mais pour ce qui est de l'Europe et de l'Inde, il a simplifié tout ça en disant que ce sont les Yamnaya, donc des habitants des plaines d'Ukraine, de la culture Yamnia,
ou Kourgan ou autre. Il y a plusieurs. Donc ça c'est la version moderne de l'invasion aryenne qu'on peut plus vraiment soutenir puisque depuis Hitler, ça la fout un peu mal de reparler de supériorité des races, etc. Donc ils ont remplacé ça par des Yamnaya, par des envahisseurs. Alors pourquoi des Ukrainiens? Eh bien parce qu'ils avaient des chevaux et des chars, des charrettes. Hein, ils se déplaçaient, ils mettaient leurs affaires dedans, ils montaient dedans, et puis c'était les chevaux qui tiraient, et puis après ils allaient envahir l'Europe. Personnellement, je trouve ça tellement hyper simpliste que j'ai beaucoup de mal à y croire. Parce qu'en Europe, il serait arrivé il y a 5000 ans. Alors, il serait arrivé en Europe il y a 5000 ans, et l'invasion aurait duré 5 siècles, jusqu'à 4500 ans. Et à ce moment-là, l'invasion était finie. Tous les hommes, c'est pour ça que j'arrive pas à y croire, tous les hommes, tous les mâles d'Europe ont été remplacés par les Yamnia. Hein, ils arrivaient tout seuls avec une femme pour 14 hommes. Et donc, d'après les tombes, ils ont trouvé quelques Yamnia. Bon, alors, ça aurait duré 5 siècles. Le génocide aurait duré 5 siècles. Génocide ciblé, puisque ça ne tuait que les hommes, puisque les femmes, ça servait à faire des gosses ou à assurer le repos du guerrier. Qui a eu des Yamnaya, qui a eu des gens d'Europe, qui soient d'Europe centrale ou même d'Asie d'ailleurs, qui soient venus jusqu'au bout de la Bretagne. Possible. Je dis pas le contraire, hein, parce que il n'y a pas d'obstacle. C'est pas comme s'il y avait un océan, par exemple. Mais les océans n'ont pas empêché d'aller coloniser l'Amérique. Hein, par les premiers natifs. Mais que le génocide ait duré 5 siècles, alors là, non. Hein. Qu'il ait été sur toute l'Europe, y compris chez les Basques et deux ou trois autres peuples comme ça qui n'ont pas de langue indo-européenne, ça ne tient pas la route. En plus, les Yamnaya auraient apporté les langues indo-européennes. Bon, personnellement, je n'y crois pas, c'est ultra simpliste et non, je trouvais autre chose. Par contre, il dit aussi, David Reich, là, que ces fameux Yamnaya ont envahi l'Inde il y a 4500 ans. Et que c'est raconté dans le Rig Veda. Bon, alors, j'ai déjà démontré dans 3 vidéos, hein, 3 vidéos pour que c'est pas marqué dans le Rig Veda. Hein. Vous trouverez ça sur ma chaîne. C'est à l'origine de tout ce qui est indo-européen. Ça s'appelle comme ça. Ouais. Sinon, hein, si le Rig Veda je le traduis, je sais bien ce que je suis en train de traduire, on ne parle pas de déplacement de population, ni d'invasion, ni de migration, ni d'un pays qu'on a quitté pour en trouver un autre, ni d'un nouveau pays qu'on rencontre parce l'autre on le regrette. Voilà. Tout ça, là, ça tient. D'autant plus qu'il y a 4500 ans, on était en plein début pas que le début, mais enfin, on était en pleine phase mature de la civilisation de l'Indus, donc du védisme du jeûne, et que dans les ruines trouvées, on n'y trouve absolument aucune trace de violence, nulle part, ni sur les cadavres, avec les coups de hache ou des choses comme ça, ni les pointes de flèches dans les murs, ni les incendies volontaires, ni les destructions volontaires, aucune trace de violence. Alors si les Yamnaya, qui étaient les vrais sauvages en Europe
puis puisque massacrant tous les humains, y compris les gosses sans doute, pour pas qu'ils deviennent grands, aurait envahi l'Inde, mais sans laisser la moindre trace de violence. Hein, ça fait rire pas mal de gens qui s'intéressent à cette histoire-là. Donc ça tient pas debout, c'est du simplisme poussé à l'extrême et motivé certainement par des intérêts autres que scientifiques, mais peut-être un peu financiers sur les bords. Bon, voilà. Donc, alors, la fin par contre, donc voilà, ça c'est la théorie européenne, que tous les Européens ont adoptée. Je voyais quand il y a eu une étude qui a été faite par plusieurs scientifiques, toujours partis sur la théorie Yamnaya avec le fameux chromosome Y. Donc, c'est des études qui ont été basées sur le chromosome Y du père, qui, par définition, qui ne concerne que le père. Il y a d'autres études qui ont été faites sur l'ADN mitochondrial, qui concerne que la mère, et qui dit l'inverse. Hein, on va y revenir d'ici peu, c'est l'Out of India Theory. La théorie de la sortie de l'Inde. Bon, on va voir ça. Donc, cette histoire-là, vraiment, ça touche tout le monde parce que ça touche nos origines. Bon, moi j'ai fait une analyse de sang, par exemple, d'ADN, pour voir mes origines, donc chez MyHeritage. Alors, j'ai du sang breton, enfin breton celte, hein, à 37, un peu plus de 37%, du sang viking à 36%, 32%, je sais plus trop, du sang viking, du sang scandinave. Mais ça, c'est normal. Les Bretons ont été envahis par les Vikings pendant 30 ans, donc. Mais plus étonnant, du sang ibère, alors que bon. On n'a vraiment strictement rien à voir avec l'Espagne, mais donc ça remonte à beaucoup plus loin. Et du sang anglais, bon, ben, ça c'est normal, notre pays, à l'origine, nous les Bretons, c'était la Bretagne, la Bretagne insulaire, avant que les Francs et les Saxons et les autres Germains nous délogent et qu'on vienne se réfugier en Bretagne actuelle, en Armorique. Et donc, mon dernier truc, j'ai du sang qui vient de... Alors, c'est 2%, c'est pas grand-chose, mais qui vient de l'Asie de l'Ouest. Ça peut être la Turquie, l'Iran, le Pakistan, l'Afghanistan ou le nord-ouest de l'Inde. Voilà. Voilà. Donc, voilà, ça veut dire qu'il y a eu des déplacements de population en permanence et mais quand il y a eu le peuplement de l'Europe, c'est venu après la glaciation, puisque avant on ne pouvait pas, il n'y avait que de la glace, donc il y avait des Néandertaliens, plus d'autres chasseurs-cueilleurs, sapiens qui étaient venus, etc., qui vivaient en Europe, mais ils étaient très peu nombreux. Et en plus, les Néandertaliens ont périclité, les Homo sapiens ont pris le dessus. Est-ce qu'il y a eu des guerres? Est-ce que c'est... on ne sait pas trop les vraies raisons, il y a plein de théories. Pour l'instant, j'en sais rien. Par contre, il y a une invasion qu'on peut comprendre un peu plus facilement. Une migration. C'est celle de la fin de la civilisation de l'Indus. Parce que, bon, il y avait déjà des échanges un peu partout, hein, commerciaux, parce que c'était une grande civilisation qui marchait à fond partout. Hein, ils vendaient on a retrouvé des sceaux, des artefacts un peu partout, en péninsule arabique, on a même trouvé en Égypte, paraît-il.
et un peu partout. Mais quand il a fallu évacuer tout ça, ça posait un gros problème parce que d'abord, il y avait entre 5 et 10 millions d'habitants dans cette fameuse civilisation qui était grande comme 2 fois la France, avec des villes, c'était vraiment très important. Et quand il a fallu partir, parce qu'il n'y avait plus d'eau, hein, c'était suite à 2 tremblements de terre qui ont asséché la rivière principale, plus le dérèglement de la mousson qui avait tout asséché, donc ils se sont dit, tous ceux qui étaient sur la rivière, la Sarasvati, au bout d'un moment, il a fallu qu'ils dégagent parce que il y a 3900 ans, elle a été asséchée. Elle s'est asséchée. Pas d'un coup, mais il y a eu 2 tremblements de terre de ces affluents qui ont détourné les affluents, donc la rivière s'est asséchée. Elle existe toujours, hein, mais elle coule qu'un petit peu par endroits et pas tout le temps. Cette population, quand ça l'a frappée, elle s'est déplacée où? Eh ben, elle s'est déplacée sur l'Indus. Parce que l'Indus, lui, il n'était pas asséché, c'était juste cette rivière-là. Donc il y avait l'Indus, mais il y avait des autres rivières aussi. Il y avait la Parouchny, la Chetoudry, bon, bref, tout ce qu'il y avait à l'ouest, pardon, de la civilisation de l'Indus. Ces gens-là, il a bien fallu qu'ils aillent quelque part. Hein, il y en a la grosse majorité est descendue, a poussé à l'ouest. Ils ne sont pas descendus, ils sont allés à l'est, je veux dire. Ils sont allés à l'est de la Sarasvati. Et une fois qu'ils ont décidé d'abandonner les villes. Alors oui, il faut que je vous dise, c'est que la Sarasvati, c'était une rivière qui était particulièrement sacrée puisqu'elle était une déesse. Et que dans l'esprit des gens, si la déesse s'assèche et qu'on ne peut plus vivre avec elle, c'est que ça pose un gros problème et que certainement il y a eu des tas de remises en question et beaucoup de choses qui se sont produites à ce moment-là. Bon, la population, je disais, donc, est allée à l'ouest vers les plaines de l'Indus, du Gange, la plaine du Gange. Et puis d'autres qui sont allés en Iran parce qu'il y avait déjà des colonies indusiennes, on va dire védiques, à l'intérieur de l'Iran, ce qui n'est pas étonnant puisque leur spiritualité ou leur pratique religieuse, si on veut, étaient à peu près les mêmes que celles de l'Inde. C'était les mêmes dieux, c'était... alors bon, ça s'écrit peut-être pas toujours pareil, mais enfin, bon, c'était oral surtout, donc pas grande importance. C'était les mêmes dieux, c'était un peu les mêmes... un peu tout ça, c'était la même chose. Plus ou moins. Voilà. Donc, et puis il y en a aussi qui sont montés par l'Afghanistan, au nord. Et qu'est-ce qu'il y a au nord de l'Afghanistan? Eh ben, il y a le Tadjikistan, il y a l'Ouzbékistan, et tout, et puis on est dans les plaines d'Asie centrale. Et puis, donc dans les plaines d'Asie centrale, où il y a ces fameux Yamnia ou Yamnaya, et les Kourganes, etc. La théorie basée sur le chromosome Y dit que le chromosome Y est apparu chez les Yamnaya. C'est pour ça qu'ils disent que c'est les Yamnaya qu'il y a eu partout. Maintenant, il y a il y a un petit problème. C'est que quand on cherche un petit peu à en savoir un peu plus, on voit que les fameux chromosomes Y des Yamnaya, ben, c'est pas si évident que ça vienne des Yamnaya. Hein, parce que d'après David Reich, il n'y a pas d'ADN fossile en Asie, et donc on ne peut pas faire d'études sur de l'ADN fossile. Or, c'est faux. On sait qu'il y a eu des tas d'études qui ont été faites. Alors là, peut-être que le fameux chromosome Y, ça a peut-être été fait que sur des femmes, je ne sais pas. Mais il n'a pas voulu faire de recherche sur l'ADN indien.
Il y en avait pourtant à Rakigari, ne serait-ce que là, et puis tous les cimetières d'Harappa et tout, mais non, il n'a pas voulu faire. Donc c'est voilà, c'est ça, l'Out of India Theory, c'est que ce serait passé par d'un côté l'Afghanistan remontant vers les plaines occidentales, et puis l'autre partie, ce serait parti d'Iran, et ce serait remonté en longeant un peu le sud de l'Europe. Et aussi, alors là c'est une autre étude qui a été faite sur sur les langues parlées en Europe et le sanskrit, et voir celles qui sont le plus proches du sanskrit. Eh bien, les langues les plus proches du sanskrit sont au bord de la mer. Et c'est là aussi qu'on trouve le moins de chromosomes Y, des fameux Yamnaya, d'après David Reich. Parce qu'il y a eu, et personne n'en parle, et ça je trouve ça bizarre, il y a eu évidemment déplacement de population par la mer. C'est quand même beaucoup plus simple. Alors d'accord, il faut aller explorer d'abord, mais tu reviens et puis tu dis, ah, dis donc, j'ai trouvé un coin là-bas où l'herbe est verte, tout pousse et tout. Hop, on envoie une petite expédition, on y va, on fait quelques essais, on revient, puis on dit à tout le monde, bon, dis donc, là-bas, ça vaut le coup. Et hop, tout le monde s'en va. Ça, bon, alors par exemple, les langues celtes, le breton, le gaélique irlandais, le gaélique écossais, le gallois, tout ça, c'est très proche du sanskrit. Hein, on a encore, quand on regarde la grammaire et tout, c'est très proche. Donc il y a ces trois éléments là qui constituent la l'Out of India Theory. Donc, alors certains voient que c'est que l'Inde est à l'origine de tout. Non, non. Il y a eu des déplacements de population. Voilà. Ce qu'on peut dire sûr et certain, il y en a eu dans un sens, il y en a eu dans d'autres. Quand, on ne sait pas. Exactement, on ne sait pas, mais bon. Alors, donc, depuis, ça n'a pas changé, parce que des déplacements, il y en a toujours eu. Il y en a encore aujourd'hui. Hein. Là, on parle plus là, des migrants, là. Des migrants qu'on refuse de laisser entrer chez nous parce qu'ils ne sont pas blancs ni chrétiens. On n'en parle plus, là. Hein, c'est des gens qui peuvent crever, là, tout le monde s'en fout. Par contre, c'est les Ukrainiens qui fuient leur pays. Ah là, là, ils sont blancs et chrétiens, alors là, ceux-là... ouais. Voilà, c'est nos élus, nos élus. Ouais. Enfin, bon. Alors, le fonctionnement de nos sociétés aujourd'hui, il est toujours le même que celui de l'époque même mésopotamienne ou égyptienne. Hein, c'est toujours des castes, alors, c'est pas on va utiliser le système de castes. C'est toujours donc des familles riches qui sont au-dessus, et des pauvres en bas, et les prolétaires, les paysans, les marins pêcheurs, etc., qui sont en bas. On va voir ça avec avec le système de caste, de Varna, si vous voulez. On va appliquer le Varna voir si le Varna concerne les Varnas. Alors les Varnas, ça veut dire couleur. Ce sont les castes définies par le Rig Veda. Donc dans le Rig Veda, on dit qu'il y a 4 castes, et non pas 3 comme on dit les scientifiques occidentaux qui voulaient absolument faire coller des choses, bref, y compris David Reich, etc. Et du Mésil et autres. Donc il y avait une division de la société en 4 parties qu'on retrouve chez nous. Hein, vous avez donc les brahmanas, les brahmanes, ce qu'on appelle les brahmanes, dans le Rig Veda, pas les kshatriyas parce que ça n'existe pas encore. Le mot existe, mais
la caste n'a pas ce nom-là. Hein. Maintenant, ça l'est depuis très très longtemps, mais dans le Rigveda, ça s'appelle des Rajanya. Donc c'est les gens qui dirigent, qui gèrent, qui font fonctionner la société, donc les dirigeants. La troisième caste, c'est les Vaishas, c'est-à-dire ça vient du peuple, des gens qui travaillent. Voilà, ça vient de ça, qui s'activent, qui produisent, qui produisent à manger, qui produisent tout ce qu'il faut. Et puis les Shudras, c'est nous, c'est moi, c'est mes voisins, c'est tous ces gens-là qui sont les petits. Ceux qui n'avaient que leurs bras et qui n'entreprennent pas, qui ne montent pas de multinationales, ni même un simple café. Voilà, ça c'est les castes qu'il y a dans le Rigveda. Si on applique ça à nous, on va voir qu'on a le même système. Alors évidemment, il n'y a pas de caste de brahman chez nous. Mais dans le temps, on avait le clergé, la noblesse et la populace. Alors la populace, c'était pas vraiment ça, c'était surtout la bourgeoisie. Donc les riches, ceux qui avaient trouvé le moyen de s'enrichir, sans être ni prêtre, ni roi, ni dirigeant, ni noble. Voilà. Ouais. Le reste de la population, c'est-à-dire les valets de ferme, les petits, les sans grade, ceux-là, on n'en parle pas. Ils n'étaient pas représentés dans nos trois institutions. Hein, pas oublier ça. Que je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, tant pis. Ouais, donc si c'était maintenant, ouais, si on prend maintenant et ces quatre castes-là, on va dire. Bon, les brahmanes, je vous ai dit, ça vient d'un mot d'une racine qui veut dire grandir. Grandir, hein, faire. Et en Inde, c'est celui dont le boulot et la tâche dans la société, c'est de faire grandir l'esprit. Grandir, faire grandir, hein, pareil. Donc, l'esprit. Hein, c'était donc, à l'époque, c'était tous ceux qui tournaient autour du Veda, bien entendu. Mais de nos jours, il n'y a plus de religion, les gens n'y croient plus. Il y a un peu de superstition qui reste chez les chrétiens. Bon, les églises sont vides, il n'y a même plus de curés, ils sont obligés de leur faire venir d'Afrique. Bon, le christianisme est en train de finir. Hein, il reste quelques intransigeants qui sont aussi bornés que les bouffeurs de curés. Pour moi, je les mets dans le même sac. Bouffeurs de curés et intégristes religieux, c'est pareil, c'est la même famille. Ils se détestent, mais c'est pareil. C'est la même ouverture d'esprit, si on veut. Je voulais dire... quoi d'autre? Alors ça, c'est aujourd'hui... si, il y a aussi les musulmans, des juifs, et puis quelques bouddhistes... mais ça compte pas. Par rapport à la population, c'est plus important. Donc cette caste-là serait aussi composée d'intellectuels, hein, les penseurs, les Michel Onfray, les Bernard-Henri Lévy, tous ces gens-là qui font que penser, écrire des bouquins et habiter Paris. Ah oui, habiter Paris, ça aide beaucoup. Et puis qui en vivent très bien, quitte à penser le contraire de ce qu'il disait, de ce qu'il pensait de moi avant. Pas grave, il faut sortir des bouquins. S'il y avait donc, ce seraient ces gens-là, hein, les penseurs, les intellectuels, les philosophes, tous les philosophes, tout ça, voilà, ceux-là, ce serait la caste, cette caste-là, la caste des intellectuels, si on veut. Mais des intellectuels entre guillemets professionnels. Hein. La caste des dirigeants, ben, ce seraient tous les politiciens, tous les politiciens, tous ceux qui veulent faire de la politique, s'intéressent à la politique et veulent diriger. Hein, qui réussissent ou qui réussissent pas, c'est une autre histoire. Ça, c'est pour la deuxième caste. La troisième, ben, ce serait tous les petits entrepreneurs, tous les entrepreneurs. Alors, ça peut aller de Michel-Édouard Leclerc à mon voisin du dessous, là, qui
qui a un petit jardin et qui vend ses légumes, ce serait, enfin, un grand jardin, ce serait le même genre. Vous voyez, c'est ces gens-là qui forment les Vaishas. C'est en gros les gilets jaunes plus, plus ceux qui ont réussi, plus les milliardaires. Donc là, on pourrait faire plusieurs castes, mais c'est quand même les producteurs. Ça existe toujours. Et puis, donc les Shudras, nous, ce serait la CGT, FO, etc. C'est nous qui manifestons. Vous voyez, rien n'a changé. Dès le départ, il se faisait la guerre entre grandes villes, à Sumer, entre différents peuples, etc., comme l'Égypte avec les Hittites et autres. Nous, ça a continué, ça continue. On continue dans le même truc, à toujours vouloir produire plus, et être toujours plus, quoi. Toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Il arrive un moment où, plaf. Et là, apparemment, on s'en approche très vite. Très vite. Et donc, là, les Blancs, les Occidentaux, les Blancs comme nous, ceux qui sont à l'ouest de l'Europe et qui avaient un accès à la mer facile. Ceux-là, ils ont emmerdé le monde, qu'ils ont colonisé, ils ont tué, ils ont massacré au nom de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Mahomet. C'était pas... ils n'étaient pas en Occident. Ah si, en Espagne. Au nom de... non, pas des Juifs, non. Au nom de... Pas les bouddhistes non plus, voilà. Donc, essentiellement les chrétiens, ont, au nom du Christ, comme quoi ils n'avaient pas compris les évangiles, mais enfin bon, c'est comme ça. Les chrétiens qui ne comprennent pas leur bouquin, c'est très embêtant. Ils ont ravagé, ça a commencé il y a 1000 ans, à peu près 1000 ans, hein, avec les croisades. Et avant les croisades, ça s'était passé en Europe, parce que nous, les Bretons, on s'est battus contre eux, hein, contre ces gens-là. Et ils ont fini par gagner, ils sont plus forts, forcément. Voilà. Donc, un jour, tout ça va s'écrouler. En Europe. Ailleurs, je ne sais pas, c'est possible, parce que comme le climat concerne tout le monde, ça risque d'être généralisé. Il faudra reconstruire, parce qu'il va y avoir des survivants, même sur les 8 milliards d'individus, même s'il y en a beaucoup qui y passent, et à mon avis, ça va être abominable, très abominable, puisque personne ne voit venir le coup. Ils savent bien qu'il y a des crises. Chez nous, il n'y a pas un gros problème, il y a plein de petites crises qu'on va gérer comme ça avec des spécialistes de gestion de crise. On verra ce que ça donnera. Donc il faudra reconstruire. Une fois que tout sera écroulé, puis que les gens diront, bon, on va peut-être refaire une civilisation, il ne faudrait pas refaire les mêmes âneries que ça. Il faudrait prendre comme modèle celui de la civilisation védique jeune, celle de la civilisation de l'Indus, qui n'était pas très différente d'ailleurs d'une autre que j'ai rencontrée, oui, que j'ai découverte, puisque je ne connaissais pas, en Afrique en 71, 72, 72, ouais, ou 71, au nord du Gabon, les Fang, F-A-N-G. Les Fang, c'est une ethnie qui fonctionnait un peu à la manière, alors pas dans la vie de tous les jours, parce que là, les choses ont tellement changé avec la colonisation, mais ils ont gardé leur culture. Et dans leur culture, ils ont une cérémonie un peu du type Rig Veda, du type sacrifice védique. Ça n'avait rien à voir, si vous voulez, mais c'était un peu le même style, c'est-à-dire qu'ils faisaient des réunions, et au cours de ces réunions, ils buvaient une potion qui est faite à base de racines d'iboga.
L'iboga, donc c'est une plante qui est comme l'ergot de seigle ou comme la psilocybine ou les amanites machin et l'ayahuasca et autres. Ce sont elle contient une tryptamine, une molécule qui est de la famille des tryptamines qui permet de voir la lumière et d'aller voir la réalité du monde et non pas simplement ce qu'on voit sous nos yeux qui n'est qu'une partie de la réalité du monde. Ils m'avaient proposé de participer à leur truc, à cette cérémonie-là. J'ai refusé à ce moment-là parce que il m'avait dit deux choses. Il m'avait dit essentiellement, avec ça, tu peux discuter avec tes ancêtres. Or, moi, j'avais pas envie de parler avec mes ancêtres. J'avais pas du tout envie de parler avec mes ancêtres. Et en plus, ça se faisait en espace fermé, dans une espèce de chapelle ou église qui était construite en bois. Donc il y avait des influences catholiques dedans, enfin presque rien, mais par exemple le prêtre officiant de cette cérémonie-là, il portait une chasuble verte avec une croix dans le dos. Mais c'était pas chrétien du tout, mais bon, ils avaient fait quelques emprunts. Et donc ça se passait dans un lieu fermé, au Gabon. Au Gabon, où il fait une chaleur épouvantable et une chaleur humide qui est vraiment difficile à supporter. Et moi, je me dis, je vais aller là dans ce truc-là, où tous les gars vont danser comme des... Parce qu'en Afrique, c'est la transe. Hein. Alors, avec l'iboga, peut-être pas. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais... je voyais que j'allais crever de chaleur, et pour parler à mes ancêtres, alors que ça ne m'intéressait pas, j'ai dit non, j'ai décliné. J'aurais peut-être pas dû, mais bon, voilà. En tout cas, il n'y avait pas que les Indiens védiques à faire ce genre de truc. Il y avait au moins les Fang, parce que je pense que ça remonte à très 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 loin. Et puis il n'y avait pas que, bien entendu, mais tout le reste a été perdu, parce que quand les colons ont décidé de tout détruire, eh ben ils ont tout détruit. Y compris les cultures, les croyances, les valeurs, tout. Et là, je vois surtout le rôle de la France en Afrique, parce que c'est ce que je connais le mieux, puisque je suis allé à la fin des années 60, j'ai commencé à tourner en Afrique, et ça a duré jusqu'à 72. Bon, voilà. Les dégâts sont... moi, je suis écœuré quand je vois les gens qui disent « Oui, mais avant, c'était l'époque coloniale, mais maintenant, c'est fini. Nous, on n'est pas concernés. » Non, on n'y était pas, évidemment. Hein, on n'était pas né en 1830. On n'est pas né en 1830. Mais des crimes comme ça, parce que c'est des crimes, hein, c'est quand on colonise un pays, on vole tout, on tue les gens, on s'installe là en disant c'est nous qui avons raison, parce que nous, on est vachement plus intelligents que vous. Tout ça s'oublie pas. Hein, parce que là, les Occidentaux disent bah, nous, la colonisation, c'était avant ça. Ça ne nous concerne pas. Ah bah, je suis désolé, mais pour les Africains, ils ne l'ont pas oublié. Et quand on voit notre petit président, là, le petit jeune, qui a voulu montrer qu'il était plus fort que les autres, il est très fort pour certains trucs, mais très nul pour d'autres. Quand on voit quand il a pris des sanctions contre la guerre en Ukraine, contre la Russie pour la guerre en Ukraine, il se retourne et puis il dit « Ah quoi, mais il n'y a pas d'autres pays à nous suivre et les Africains, pourquoi vous ne nous suivez pas ?» et tout. Et les Africains, ils disent « Oui, non, déjà vous nous avez massacrés, volés, pillés, colonisés, enfin vous avez tout ça, on va quand même pas aller vous soutenir dans une guerre qui ne nous concerne pas, c'est des trucs entre blancs, démerdez-vous entre vous. » Voilà. Mais ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas que, voilà, le droit international, gna 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 gna, et tout. Pauvre con. Enfin, bon.
Voilà, de toute façon, on va arriver à ce qui va se produire. J'espère que je me trompe. J'espère que je me trompe, qu'on va peut-être que les gens vont devenir plus intelligents. Il paraît que d'après ce que dit Marc, j'arrive pas à prononcer son nom. Excuse-moi, mon vieux. Un gars qu'on voit, un Belge là, qui a été dans la Commission européenne et qui pense qu'il y a un nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place dans toutes les têtes sur Terre. Lui, c'est un ancien prêtre. Donc, il est croyant, et donc il serait plutôt optimiste. Moi, je ne suis pas croyant, et je ne suis pas ancien prêtre non plus. Même si j'étais un peu ascète pendant quelques temps, pas mal de temps. Moi, j'y crois pas. Hein, je pense pas que l'humanité va devenir intelligente. Mais j'espère que je me trompe. Bon, alors voilà, ça s'arrête là. Donc, je ne fais pas de sous-titres, tant pis, c'est que pour les francophones. Donc, bientôt, je vais revenir sur la traduction d'un hymne, ou peut-être de plusieurs hymnes. Je viens de finir le 10-85 donc celui du 10e mandala, 85e hymne du 10e mandala. On apprend des choses intéressantes et qui continuent de me donner des indices. Alors évidemment, c'est pas des smoking guns, hein, c'est pas des preuves évidentes, c'est des indices et des petites nuances que pour moi, hein, qui suis depuis plus de 5 ans là, dans la traduction du Rig Veda tous les jours. Et quand je suis pas en train de traduire, c'est que j'y pense. Et comme ça. Il y a des petits trucs qui viennent, des petits indices qui commencent à donner pour une datation parfaite, quoi. Parce que jusque-là, la version officielle de la traduction du Rig Veda, c'est moins 1500. Hein, il y a 3500 ans. Hein, 1500 avant Jésus-Christ, avant notre ère, bref, etc. Non, ça a au moins 4000 ans, au moins 6000 ans, je veux dire, 4000 ans avant Jésus-Christ. Et enfin bon, tout ça, on verra tout ça. Je finis la traduction, puis après je vais faire un bouquin où je vais reprendre de quoi m'occuper jusqu'à ma mort, que je ne suis pas pressé de connaître, mais quand ça viendra, ça viendra. Voilà. Allez, Kenavo dans l'eau. Salut à tous et bonne lecture. Alors oui, si vous voulez lire le Rig Veda, et y compris mon introduction, vous avez sur rigveda.fr, attaché, hein, rigveda.fr, la traduction en français et en anglais. Il y a quelques infos en plus, des conseils de lecture et des choses comme ça. Il y a absolument lire Stanislas Grof. Si vous ne le faites pas, c'est que c'est pas sérieux. Il faut lire Stanislas Grof pour comprendre les effets du soma. Voilà. Bon, allez, Kenavo dans l'eau. Au revoir, j'arrête tout. Ça va, on n'est pas loin d'1 heure. Heureusement que j'ai pas de sous-titres à faire. Allez, salut à tous.